Eh bien, nous voici à nouveau réunis pour pouvoir partager une nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier Les vidéos. Et nous allons donc maintenant aborder un autre sujet. Je vous rappelle, on a fait quand même une grande étude sur les travaux de Béranger Saunière. Donc quand je dis les travaux, ça a été de ce qu'il aurait découvert sous l'église, des jardins d'église qu'il a constitués, puis la restauration de l'église, et enfin le domaine de Béranger Saunière. Et notre dernière vidéo nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le sens que, eh bien là, on parlait du secret potentiel que Béranger Saunière avait probablement découvert, mis en évidence, et qui lui a permis de réaliser différents messages au sein de son église, puis après dans son domaine. Et je vous rappelle qu'à un moment, je parlais de deux autres prêtres. Ces deux prêtres, proches de Béranger Saunière, d'une part, je dirais géographiquement, puisque Antoine Gélis était curé du village de Coustossa, qui est juste au pied de Rennes-le-Château, et puis Henri Boudet, qui lui était curé de Rennes-les-Bains, village proche de Rennes-le-Château, qui est un peu plus loin dans une vallée. Eh bien, ces trois prêtres avaient probablement des liens assez étroits. Et d'ailleurs, on le sait, puisque, comme on le verra tout à l'heure, lors des obsèques d'Antoine Gélis, eh bien, les prêtres sont présents, Béranger Saunière et Henri Boudet. C'est peut-être une des rares fois où nous avons vraiment, une trace d'eux. Béranger Saunière cite Gélis dans son cahier journal lorsqu'il découvre le fameux tombeau dans l'église de Rennes-le-Château, puisqu'il écrit mois de septembre, 21 septembre, pluie aujourd'hui et découverte d'un tombeau. Et puis après, vu Gélis, Cross. Voilà, on voit que Gélis était déjà présent dans les relations de Béranger Saunière. Nous voici donc devant ces prêtres qui, à l'image de Béranger Saunière, vont être bizarres. Bizarres à plusieurs titres. D'une part, nous avons Henri Boudet. Henri Boudet, on va en parler un peu plus précisément, est un homme lettré, intelligent, et puis il va sortir un livre complètement loufoque. Mais complètement loufoque. Alors qu'il est inscrit dans différentes académies de belles-lettres, comme on dit à l'époque. Puis Antoine Gélis. Antoine Gélis, qui a une réputation d'être un homme avare, je dirais pingre, pratiquant peut-être même l'usure. Il n'est pas aimé de ces villageois, il s'isole, il s'enferme. Et puis un jour, vous verrez, on le découvre mort dans son presbytère. Et quand on cherche dans le presbytère, eh bien on va trouver des caches pleines d'argent. Pleines d'argent. Des quantités exceptionnelles pour ce curé aussi pingre, semblant être pauvre, et tout le monde ne pourra que s'interroger. Donc, nous avons encore deux autres prêtres bizarres. Il est vrai que sur quelques kilomètres carrés, autour de Rennes-le-Château, nous avons quand même des prêtres qui sortent de la normalité. Ces prêtres sont particuliers. Il faut savoir que lorsque Antoine Gélis est nommé à la cure de Coustossa, il y est nommé en 1857. Béranger Saunière n'arrivera à Rennes-le-Château qu'en 1885. Quant à Henri Boudet, lorsqu'il sera nommé à la cure de Rennes-les-Bains, il y sera nommé en 1872. Donc, bien avant l'arrivée de Béranger Saunière, et je dirais, on va dire qu'ils se sont fréquentés, ces deux-là, Gélis et, Boudet, pendant de très nombreuses années, avant même que Béranger Saunière arrive, c'est-à-dire 24 ans. Pendant 24 ans, on peut imaginer que ces deux hommes, curés de campagne, isolés dans leur paroisse, n'ont pu que se rapprocher l'un de l'autre, pour pouvoir échanger, pour pouvoir, réfléchir. Et oui, réfléchir, parce qu'Henri Boudet est un lettré. Henri Boudet est un homme qui va étudier. Il va étudier quoi ? Il va étudier sa région, tant sur l'aspect historique que sur l'aspect de la minéralogie.
il va devenir un esthète de sa région. Il va s'inscrire à des sociétés de belles lettres, comme on le dit, et dont une à Paris, où il va publier des textes sur sa région, des textes sur, je dirais même la grammaire de sa région. Et il va avoir une véritable, une véritable reconnaissance de ses pairs. C'est un homme qui est connu comme étant quelqu'un de lettré. Et pour bien connaître cette région, eh bien, il va se déplacer un peu partout dans le Razès, autour de Rennes-le-Bas et de Rennes-le-Château. Donc, pendant 24 ans, nos deux curés vont probablement se fréquenter et vont sûrement partager des moments ensemble. Ce que l'on peut penser, mais là, hélas, nous ne sommes également encore que dans l'hypothèse, parce que nous avons, il est vrai, très peu de choses sur Boudet et sur Gélis. Il est tout à fait envisageable que ces deux hommes se sont pris au jeu de la recherche historique de leur région. Et on connaît les légendes qui sont parsemées dans ce Razès et dont ils étaient forcément connaisseurs. Donc, parlons du fameux Berger Paris, qui aurait découvert un trésor incroyable dans une grotte pas très loin de Rennes-le-Château. On peut parler aussi de ce petit berger qui un jour a découvert également la cache du diable à Blanchefort et aurait ramené des pièces d'or extraordinaires. Et finalement, le marquis de Fleury, noble de l'époque, possédant les terres de Blanchefort, l'aurait puni parce qu'il aurait pris de l'or sans l'en avertir. Parce que l'histoire dit que le diable sortait son or et la faisait sécher sur la montagne de Blanchefort pour la faire briller, et qu'un jour, ce petit bonhomme a réussi à voler ce trésor. On voit que les légendes de trésors existent dans la région. Que dire de toutes les mines qui ont été creusées dans la région? Et Boudet s'y est particulièrement intéressé, et vous le verrez, on le voit dans un livre qu'il a écrit, un livre très particulier. Eh bien, ce livre, justement, est tellement particulier qu'il a valu toutes les opprobres des pères de Boudet. Il était reconnu comme étant quelqu'un de sensé, de raisonnable, et voilà-t-il pas qu'il sort ce livre, qui s'appelle La vraie langue celtique, ou le cromlech de Rennes-les-Bas, et il le publie en 1886. Et vous verrez que cette date n'est probablement pas anodine. La question, c'est pourquoi l'a-t-il publié? Parce que lorsqu'on le lit, c'est quelque chose, mais de complètement incroyable. Si je résume violemment le livre, Boudet soutient une thèse dans cet ouvrage, comme quoi l'anglais est à l'origine de toutes les langues anciennes. Alors il va, par le biais de différentes analyses de mots locaux avec, l'anglais, trouver des liens lui permettant de dire, eh bien voilà, l'anglais est à l'origine de tous les mots, et les mots, même patois, et voire hébreu, et voire du latin. Évidemment, vous pensez bien qu'il s'est fait railler, et tout le monde l'a pris pour un fou. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi Boudet a-t-il réellement édité ce livre? Il y a des chercheurs qui travaillent sur la vraie langue celtique depuis des années, parce qu'on part du principe que ce livre que vous avez là est codé, que c'est un véritable livre à code, et que celui qui pourra le décoder percera les mystères du Razès, et peut-être même les mystères de ce qu'a trouvé Béranger Saunière. Alors pourquoi a-t-il sorti ce livre? Et pourquoi, je dirais même, ont-ils sorti ce livre? Je m'explique. Lorsque nos deux curés, Antoine Gélis et Henri Boudet, se retrouvent et se rencontrent, eh bien, ils se retrouvent en 1872. Ils se connaissent à cette époque-là, et ils sont beaucoup plus jeunes qu'ils ne le sont lorsque Béranger Saunière va les rencontrer. Il n'est peut-être pas du tout improbable que par ses recherches historiques, Henri Boudet ait trouvé ou eu vent d'un secret qui serait présent dans le Razès, et plus précisément autour de Rennes-le-Château.
Et l'on pourrait penser, je dis bien que l'on pourrait penser, que Gélis et Boudet se soient mis à la recherche de ce secret. Mais hélas, visiblement, ils ne l'auraient pas trouvé. En revanche, ils ont dû aborder plusieurs pistes leur permettant d'identifier la zone où se trouvait ce secret. Et lorsqu'ils sont devenus âgés, ils devaient avoir de grosses difficultés à arpenter le terrain de cette région qui, comme vous le savez, pour ceux qui le connaissent un peu, peut être des fois très compliqué à pratiquer en raison soit des falaises, soit des trous, soit de la grande chaleur qu'il pourrait y avoir en été et dans ces périodes chaudes. On peut donc envisager que nos amis Gélis et Boudet se sont dit « Nous arrivons à un âge où nous ne pourrons plus. Nous ne pourrons plus continuer à chercher. Et donc, il serait peut-être intéressant, avant que nous disparaissions, que nous mettions par écrit un outil permettant, peut-être, à quelqu'un qui saura lire, de trouver les pistes que nous avons trouvées. » Je vous rappelle, ce livre est sorti en 1886. 1886, c'est un an après l'arrivée de Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Quand on écrivait un livre à l'époque, déjà que maintenant ça peut parfois être un peu long, et je vous garantis que pour écrire ce livre, il a fallu que Boudet se concentre sérieusement, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement tordu comme bouquin, eh bien, il a dû lui falloir plusieurs mois, voire plusieurs années pour l'écrire. Peut-être, comme je vous le disais, avec Gélis. Je vous dirai pourquoi je pense à Gélis. Ce livre à clé, parce qu'on peut évidemment penser que c'est un livre à clé, a dû demander des temps de réflexion et d'étude pour mettre en forme les messages qui souhaitaient être passés d'une façon précise. Ça a dû prendre beaucoup de temps. Donc on peut penser que ce livre a été écrit, commencé à être écrit bien des années avant l'arrivée de Béranger Saunière. Et puis un jour, ils ont réussi à prendre contact avec un éditeur, et ils ont décidé de l'éditer. Donc c'est donner les éléments manuscrits à cet éditeur, et je vous rappelle que les manuscrits à l'époque c'était de vrais manuscrits, c'est-à-dire des gens qui écrivaient à la main sur une feuille de papier, qui étaient remis à l'éditeur, qui lui derrière reprenait ce texte et faisait la typographie pour après éditer le bouquin. Donc ça c'est un temps extrêmement long. Donc entre le moment de l'écriture de ce livre et de son édition, plusieurs années se sont probablement écoulées. Parce que ces deux hommes se sont dit, il faut qu'on laisse une trace pour quelqu'un qui un jour reprendra peut-être nos travaux. Et puis, il se passe un événement auquel ils n'avaient absolument pas pensé. Cet événement, c'est l'arrivée d'un jeune homme, un homme déjà dans l'âge, puisqu'il avait 33 ans quand il est arrivé. Béranger Saunière prend la cure de Rennes-le-Château. Et notre Béranger Saunière, comme vous le savez, eh bien, il va faire sa petite vie à Rennes-le-Château. Et visiblement, il est dans son caractère intégriste, rappelez-vous. Il va prendre position pour les élections de 1886. Vous voyez les dates. Et puis on sait ce qui va se passer. Et puis un jour, il va sûrement trouver quelque chose dans son église. C'est ce que l'on estime aux alentours de 1887, rappelez-vous. Imaginez que ce jeune curé, qui est assez dans le siècle, qui ne va pas trop penser à l'histoire, à ce genre de choses, il est dans le siècle, il est dans la politique, il veut défendre l'Église par rapport à la République, eh bien il trouve quelque chose qu'il ne comprend pas. Quoi de plus normal pour ce jeune curé d'en référer à des anciens, qui eux connaissent un peu l'histoire. Et l'on peut penser que Saunière, tout fier de lui, a été voir Boudet et Gélis, ou les deux en même temps, et leur dit, voilà messieurs, je suis très surpris parce que voilà ce que j'ai trouvé dans mon église, et en l'occurrence, la dalle des chevaliers par exemple, et peut-être ce qui aurait pu être trouvé éventuellement dans le pilier creux. Et je pense que lorsque Boudet et probablement Gélis ont été mis devant le fait des éléments découverts par Béranger Saunière, ils se sont dit,
mon Dieu, aurait-il trouvé la piste qui nous manquait? On pourrait penser que c'est à ce moment-là que Saunière va être poussé par les deux prêtres pour avancer dans ses recherches. Et l'on peut penser également que pendant quelque temps, Saunière a pu travailler sous l'égide des deux prêtres sans trop savoir où il allait. Alors que l'on pourrait également penser, et bien sûr, hélas, nous ne sommes que dans l'hypothèse, que nos deux curés, Gélis et Boudet, étaient au fait, ou du moins, avaient des convictions ou des faisceaux de présomption sur la teneur de ce qui pouvait être découvert à Rennes-le-Château. Et puis, eh bien, on connaît la suite de l'histoire avec les découvertes de Bérange et Saunière. Et l'on peut penser que les plans de l'église, pardon, les plans des jardins de l'église, ont pu être réalisés avec ces deux acolytes de prêtres. Et l'on peut être aussi à peu près certain que la décoration de l'église s'est faite grâce aux trois hommes, Gélis, Boudet, Saunière. Parce qu'il y avait un message à passer. Je vous rappelle qu'entre le moment des premières découvertes et les premiers travaux de l'église, il s'est déroulé 4 ans à peu près. Donc pendant 4 ans, il y a eu des recherches faites par Saunière, et on peut évidemment penser que ces recherches l'ont conduit à trouver ce que nous avons mis en évidence, évidemment. Et il en a parlé aux deux autres prêtres qui ont sûrement dû l'aider dans la construction, si je puis dire, de l'iconographie de l'église de Rennes-le-Château. Et puis il va se passer quelque chose de terrible. Nous sommes à la veille du 1er novembre 1897. Il est tard, Gélis est dans son presbytère à Custosa. Visiblement, il attend quelqu'un puisqu'il a d'habitude, il a une petite sonnette à sa porte pour entendre quelqu'un, les gens rentrer. Et bien, visiblement, là, il arrête cette sonnette. Et il va recevoir de la visite. C'est au matin du 1er novembre 1897 que les paroissiens s'inquiètent. Mais ils sont dans l'église et le curé n'est pas là. Je vous rappelle quand même que le 1er novembre, c'est la Toussaint. Donc une fête religieuse chrétienne importante, et que par définition, le curé va dire une messe. Même plusieurs, dans ces cas-là. Surtout à l'époque. Le matin, le midi, et probablement une le soir. Mais voilà, le curé n'est pas là. Mais où est passé monsieur le curé, se disent les gens du village de Custosa. Et puis il y en a un qui dit, bon écoutez, ça suffit, je vais y aller, je vais aller le chercher, c'est bizarre, on dirait qu'il ne s'est pas réveillé. Et en effet, ils arrivent vers le presbytère, et les volets sont fermés. Ça intrigue évidemment les paroissiens, qui frappent à la porte, il n'y a pas de réponse. Finalement, ils décident de pousser la porte, qui n'est pas fermée. Mais la sonnette ne tinte pas. Il fait sombre dans la pièce, on n'y voit pas grand-chose, mais on s'aperçoit que c'est mal rangé, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont ouvrir les volets, et là, horreur. Ils découvrent une scène que le village de Custosa n'aurait jamais imaginé connaître un jour. Antoine Gélis est allongé sur le sol, la tête baignant dans le sang. La scène est assez atroce. On voit des jets de sang sur les murs. On voit des gouttes de sang un peu partout. Et lorsque l'on regarde le curé Gélis, il a le crâne défoncé. Immédiatement, on appelle la police de Cuisa. Ces polices seront sur place, et tout de suite on constate que c'est un crime. Il y a eu un crime au village de Custosa. Il ne se passe jamais rien à Custosa, et là on a un crime particulièrement odieux. La police va enquêter. Nous avons le rapport de gendarmerie, de la police.
Et plusieurs choses vont être particulièrement surprenantes. D'une part, c'est la position du curé sur le sol. Tout le monde constate que lorsque, enfin du moins la police constate, que le corps est allongé sur le sol de la cuisine et que les mains du mourant, enfin du mort, ont été ramenées sur la poitrine, tel que cela est pratiqué lors des décès, surtout à cette époque, quand les gens étaient allongés sur leur lit. Alors, il y a eu une hypothèse qui était intéressante, enfin deux hypothèses. La première dit que le prêtre qui a été tué par un mécréant, semble-t-il, par quelqu'un de particulièrement odieux, eh bien cette personne qui a commis cet acte odieux aurait eu un remords quelconque vis-à-vis d'un prêtre. Et il lui aurait mis les mains sur la poitrine dans une forme de respect du défunt. Et puis l'autre hypothèse qui a été dite, c'est finalement, quand les gens sont rentrés dans la cuisine, ils ont trouvé le cadavre de Gélis par terre, et évidemment, par respect, quelqu'un aurait ramené les mains de Gélis sur sa poitrine, comme on le fait. C'est vrai que ça change la donne. Est-ce que nous avons un meurtrier pris de remords, ce qui est quand même un peu surprenant, ou peut-être une réaction d'un paroissien qui constate le mort de son curé, et nous serions dans quelque chose d'assez logique, si je puis dire, d'assez compréhensible de la part d'un paroissien. Si on élimine ce point d'interrogation, en nous disant, bon, on a un doute, il y en a un autre qui est particulièrement étonnant. Près du cadavre de Gélis, on va trouver une feuille de papier à cigarette, qui permettait donc de rouler des cigarettes, d'une marque absolument inconnue dans la région, qui était du papier de la marque Zara. La police va chercher pendant des semaines à quel endroit l'on pouvait acheter ce papier à cigarette. Il n'y a aucune trace de revendeur de ce papier à cigarette dans la région. Donc ça sous-entend que ce papier à cigarette qui a été laissé là, et on verra que probablement volontairement, a donc été déposé par quelqu'un qui l'avait acheté, donc il l'avait acheté loin. Pas dans la région. Donc cela voudrait-il dire que le meurtrier venait de loin. C'est une réflexion intéressante. Et puis sur ce papier à cigarette, l'on découvre qu'il y a une inscription dessus. Et cette inscription, c'est Viva Angelina. Et là, évidemment, la police a cherché une Angelina qui aurait pu vivre dans l'environnement du curé Gélis. Ils n'en ont pas trouvé, si une prostituée à Montpellier, mais il a très vite été fait l'impasse sur cette piste. Et puis après, ils ont cherché qui pouvait être le meurtrier. Finalement, ils ont trouvé le neveu de Gélis, qui, pendant très longtemps, était un suspect numéro 1, et qui finalement a été relaxé, si je puis dire, parce que pas assez d'éléments de preuve, et visiblement, il ne pouvait pas avoir commis la mort, le crime dont son oncle avait été victime. Alors, qui a tué ? Eh bien, nous sommes actuellement en 2018, je vous rappelle, ça s'est passé en 1897, eh bien, le crime n'a jamais été résolu. C'est ce qu'on appellerait maintenant un cold case. Donc si il existe parmi vous des détectives en herbe, il y a un beau travail à faire là-dessus. Alors, déjà, le crime est odieux. Visiblement, Gélis a été assis sur sa chaise, il a été, semble-t-il, torturé. Hein, il y a des marques, on le voit bien. Et fait surprenant, c'est que la police va découvrir des éléments étonnants. D'une part, il va y avoir un tiroir dans la cuisine qui est entrouvert. Et lorsqu'on regarde dans ce tiroir de la cuisine, eh bien, on voit des gouttes de sang par projection qui sont tombées à l'intérieur du tiroir. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à l'intérieur du tiroir, là, juste où les gouttes de sang sont tombées, elles sont tombées sur des billets de banque. Et des billets de banque, il y en a quelques-uns. Donc déjà, le vol n'est pas le mobile du crime. Alors, qu'est-ce que cherchait l'assassin d'Antoine Gélis ? Visiblement, rien n'a été volé chez Gélis. On a retrouvé des chandeliers, des calices, et vous verrez que par la suite, il en retrouve autre chose d'extraordinaire.
Eh bien, quand ils sont montés à l'étage, parce que des gouttes de sang permettaient aux policiers de remonter jusqu'à l'étage, donc vous voyez que, imaginez la scène, Gélis assis sur sa chaise, violenté, frappé, avec du sang qui a giclé, notre assassin qui, soit a les mains pleines de sang, soit a déjà le tisonnier dans la main, puisqu'on sait que c'était un tisonnier qui a tué Gélis, eh bien, monte avec ce tisonnier ou les mains pleines de sang à l'étage, les mains coulent, ou le tisonnier coule sur les marches. Et on arrive dans la chambre de Gélis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'une seule chose, on voit une sacoche en cuir, posée là. Et la police est très surprise parce qu'elle découvre que cette sacoche en cuir avait des attaches de cuivre lui permettant de la fermer, comme toute sacoche, même encore de nos jours, qui devaient être probablement fermées à clé puisqu'elles ont été arrachées. Et que la sacoche est vide. Et la police a dit, ben voilà, il y avait de l'argent dans cette sacoche, et donc le mobile de crime c'était bien l'argent, et il a disparu, et en effet la sacoche est complètement vide. Sauf que, je vous rappelle que les billets de banque étaient dans le tiroir de la cuisine, et personne n'y a touché, et le plus formidable, c'est que la police a découvert, dans les affaires de Gélis, un document codé, mais d'un code extrêmement simple, qui leur ont permis de retrouver dans l'ensemble du presbytère de Custosa plusieurs caches dans lesquelles des quantités d'argent conséquentes ont été découvertes. Plusieurs centaines de milliers de francs de l'époque ont été découverts dans, le presbytère de Custosa. Étonnant. Étonnant quand même. Quoi qu'il en soit, nous avons 3 prêtres. 1. Qui écrit un livre complètement loufoque. 2. Un curé qui se fait massacrer et assassiner, et visiblement on lui vole probablement pas de l'argent, mais probablement des documents. Et 3. Un curé qui est complètement bizarre, qui va se mettre à dépenser et faire des découvertes extraordinaires. Et c'est justement quelques années après, quelques mois après la mort de Gélis, où Saunière va commencer à changer d'attitude et va se préparer à construire l'ensemble de son domaine. Il va acheter des terrains et il va par la suite construire son domaine. Alors, la question c'est qui a tué Gélis? On ne sait pas. C'est un homme forcément très fort, très costaud. Peut-on penser que le changement d'attitude de Saunière, puisque jusqu'à 1896, on va dire, Saunière va lui être dans un chemin probablement, entre guillemets, validé par ses 2 collègues. Puis il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose entre 1896 et 1897. Et entre autres, on va s'apercevoir qu'à partir de 1896, fin 96, et surtout 1897, on va voir que Saunière va commencer à faire des demandes de messe. Les fameuses demandes de messe, dont on pourra parler un peu plus loin, qui pour certains est le seul trésor de Saunière ayant fait rentrer suffisamment de cash, comme on dit maintenant, pour financer tous ses travaux. On verra que c'est sûrement pas ça. Mais il se passe une rupture. Peut-on penser à ce moment-là que Saunière est un élément dont les 2 autres curés ne veulent pas révéler la teneur? Est-ce que à ce moment-là, le trio se brise pour former d'un côté Boudet, Gélis et Saunière tout seul, qui décide de faire cavalier seul et de ne plus rendre de compte parce que lui, Saunière, a été sur place, a trouvé quelque chose et il est le seul à savoir où ça se trouve et il est le seul à avoir la preuve de ce qui l'a trouvé. Et je pense que à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose avec ses 2 collègues curés, et qu'il va décider, il va y avoir une rupture. Alors, est-ce que, dans le cas de cette rupture, il y a aussi le crime, l'assassinat de Gélis? Certains disent, j'ai eu des échanges avec vous suite aux vidéos qui ont été diffusées, la question c'est, Saunière aurait-il pu être l'assassin d'Antoine Gélis? Certains vont pas aimer, mais c'est pas grave. C'est une question que l'on doit se poser. Puisque visiblement, l'argent n'était pas le mobile, et que des documents ont disparu. Peut-on penser que, allons plus loin, que Saunière, à un moment donné, ait remis des documents en dépôt à Gélis, qui finalement n'a pas voulu le lui rendre parce que Saunière était en train de changer, et que Saunière, devant le refus de Gélis, l'a forcé
a révélé où étaient ces documents, et, pris dans l'engrenage de l'horreur, aurait été jusqu'à supprimer son collègue. C'est lourd, hein? Lourd de conséquences. Et d'ailleurs, ce que me faisait remarquer, l'un de vous qui suit mes vidéos, peut-être est-ce aussi un des éléments qui aurait été révélé à Jean Rivière et qui l'aurait perturbé. J'y crois pas trop. Je pense que les prêtres, hélas, sont habitués à apprendre ce genre de révélation dans les confessions, qu'un tel a tué l'autre, qui a commis un crime qui n'a jamais été puni par la loi des hommes, et que ça fait hélas partie du bagage, j'irais, de la confession actuelle. Mais peut-être aussi, cela peut-être pu contribuer au désarroi de Jean Rivière. Ça va loin, hein, ce que je dis là. Sonia aurait-il été l'assassin d'Antoine Gélis? Quoi qu'il en soit, on n'a jamais retrouvé les assassins d'Antoine Gélis. Antoine Gélis est enterré dans le cimetière de Custossa sur une tombe qui était pendant quelques années un peu brinque-ballante et qui a été restaurée il y a quelques années, qui est tout à fait à l'honneur des gens qui l'ont fait, puisque on a une reconnaissance pour cet homme qui fait partie intrinsèque de l'histoire de Rennes-le-Château. Quant à Henri Boudet, il s'est retiré assez tardivement, j'irais, de la prêtrise, en 1914, il a démissionné, il s'est arrêté, il s'est retiré à Axat. Axat est une ville au-delà de Quillan, dans la haute vallée de l'Aude. On nous dit, alors là on va parler de légende, qu'un soir Henri Boudet a reçu 2 visiteurs habillés de noir et que le lendemain il était retrouvé décédé. Alors est-ce vrai? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Boudet a souhaité être inhumé dans le cimetière d'Axat, puisque c'est là qu'était sa famille, mais il a fait faire une tombe qui lui est propre, et une tombe très particulière, puisque elle va avoir plusieurs types d'inscriptions, et surtout un petit livre en pierre qui a été sculpté sur cette tombe. Et ce livre en pierre va avoir une écriture particulière, puisqu'on voit dessus 310X. Beaucoup de choses ont été dites sur cette gravure, hein, sur ces chiffres qui ont été apparus. Plusieurs pistes ont été données, mais quoi qu'il en soit, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Visiblement, ça fait référence à son livre, La vraie lande sceptique, ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Je rappelle rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, un cromlech, c'est un cercle de pierre, comme à Stonehenge, en Écosse, sauf qu'à Rennes-les-Bains, il n'y a pas de cromlech tel qu'on peut le définir comme celui de Stonehenge. Donc, qu'a voulu nous dire Henri Boudet, rien que par le titre de son livre. Ce qui est intéressant dans ce livre de Henri Boudet, on n'a pas parlé, mais nous allons y venir maintenant, il y a une carte représentant la région autour de Rennes-les-Bains. Une carte faite à la main. Et elle est signée par Edmond Boudet. Edmond Boudet étant le frère d'Henri Boudet, qui est inhumé, semble-t-il, avec Henri Boudet. Sauf que Edmond Boudet, on ne l'a jamais vu. Et c'est amusant, vous voyez, on revient toujours sur cette symbolique étonnante de quelque chose de visible, Henri Boudet, et d'Edmond Boudet qui est invisible. Très honnêtement, je ne sais même pas s'il est inhumé dans cette tombe, celle d'Henri Boudet. Il y a son nom sur la tombe, mais on ne sait pas s'il est dedans. Probablement, si on ne veut pas aller dans un mystère ou dans un fantasme quelconque, il y a sûrement les 2 corps. En revanche, puisqu'Edmond Boudet est invisible dans le monde d'Henri Boudet quand il écrit son ouvrage, est-ce que cet Edmond Boudet ne serait-il pas finalement Antoine Gélis, le compère d'Henri Boudet? Comme vous voyez, on est quand même sur une région très particulière, où sur quelques kilomètres carrés, nous avons des curés complètement incroyables. Je défie d'autres régions d'avoir cette densité de curés bizarres au kilomètre carré. Là, à Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, nous avons de quoi faire.
Je vais pas rentrer dans le détail du livre « La vraie langue celtique » parce que nous en aurions pour des heures. Il y a des ouvrages entiers qui ont été écrits dessus. On aime, on n'aime pas, mais c'est des travaux incroyables qui ont été faits par certains chercheurs. Il faut leur tirer notre chapeau sur les travaux qui ont été faits. Tout a été dit, du bien, du pas bien, du drôle, du pas drôle, du très sérieux et du beaucoup moins sérieux. Mais quoi qu'il en soit, reconnaissons, je dirais, ce travail qui a été fait par ces chercheurs. Il y a des chercheurs que j'ai rencontrés et connus qui ont passé une partie de leur vie à étudier ce livre. Il est vrai qu'il y a des passages étonnants. Peut-être qu'un jour on y viendra, on en parlera un peu. Mais je ne souhaite pas, pour l'instant, aborder ce point. Ce qu'il faut retenir, c'est que, à mon idée, Gélis et Boudet, dans leur jeunesse, entre guillemets, ont appris l'histoire d'un secret quelconque. Ils se sont attachés à cela. Ils ont trouvé des pistes extrêmement sérieuses qui peut-être les conduisaient du côté de Rennes-le-Château, mais en aucun cas ils ne pouvaient y aller parce que aller dans le sol de Rennes-le-Château, ça ne devait pas être si simple que ça, parce qu'en vieillissant, ils ne le pouvaient plus, et du coup, ils ont souhaité, entre guillemets, je dirais pas graver dans la pierre, mais graver dans du papier leur connaissance par le biais de ce livre qui est complètement loufoque et qui a entraîné des railleries terribles à Henri Boudet, alors que c'était quelqu'un qui était reconnu comme étant un homme très cultivé et qui avait une vraie reconnaissance de ses pairs. Donc un vrai problème. Et puis nous avons Antoine Gélis qui est là, qui lui tout d'un coup s'est retrouvé avec des sommes d'argent phénoménales dans son presbytère, peut-être justement des sommes d'argent qui ont été, gagnées par le biais de transactions faites suite au secret de Sonnières. Mais quoi qu'il en soit, nous avons là deux curés extrêmement étonnants. Et en effet, ils ont écrit ce livre probablement pour laisser une trace. Et puis, Sonnières est arrivé. Sonnières est arrivé sans que personne n'attende qu'un jour ce jeune homme arrive là. Et ils se sont dit, voilà, on a les bras, on a les jambes, eh bien on va avancer. Et je pense qu'en effet, le secret de Rennes-le-Château est forcément lié à ces trois hommes, dont un qui est mort d'une façon terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de penser que peut-être le curé Sonnières aurait peut-être été celui qui ait commis le crime. Attention, nous n'avons aucune preuve là-dessus. On n'est encore que dans l'hypothèse. Mais ça pourrait tenir s'il y avait un lien fort entre ces trois hommes. Lien indémontrable, je vous l'accorde. Nous ne sommes toujours que dans l'hypothèse. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces trois hommes qui ont fait l'histoire de Rennes-le-Château. On reviendra peut-être un jour sur Gélis et sur Boudet plus précisément. Mais il était important d'aborder ce point sur le secret de ces trois hommes et le secret qui devait sûrement les lier. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie encore de voir la gentillesse de suivre les travaux que je vous présente au travers de ces vidéos. Je vous estime et je vous dis bien sûr à bientôt.